Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une jeune femme au parcours aussi inspirant que bouleversant. À seulement 17 ans, Miel s'est imposée comme une figure incontournable des réseaux sociaux avec plus de 2,5 millions d'abonnés. Mais derrière cette notoriété se cache une histoire marquée par des épreuves difficiles. Harcèlement scolaire, isolement et une lutte acharnée pour se reconstruire. Des mots, MAUX, qui lui inspirent des mots, MOTS, comme contenu d'une application brillante, nécessaire, révolutionnaire et indispensable, qui traite de la santé mentale. L'application s'appelle Link. Plutôt que de se laisser abattre, cette jeune fille de 17 ans a décidé d'agir. Aux côtés de son père et d'une psychiatre, elle a cofondé donc Link, une application dédiée à la santé mentale des jeunes, afin d'offrir aux autres ce qu'elle aurait tant aimé avoir dans ces moments les plus sombres. Aujourd'hui, elle nous partage son histoire. Comment se révèle-t-on après de telles épreuves? Comment transformer sa souffrance en un projet qui aide des milliers de jeunes? Et surtout, comment mieux comprendre et accompagner cette génération qui grandit dans un monde parfois déraisonnable, violent, voire mortuaire. Accrochez-vous, cet échange promet d'être aussi poignant qu'essentiel. Bienvenue Miel. Merci. Miel, qu'en est-il pour toi en ce mois de février 2025 ? Aujourd'hui, ça va, je deviens un peu ce que je rêvais d'être avant. Ça se passe bien, tout se passe au mieux pour moi. De quoi tu rêvais quand tu étais petite ? Quand j'étais petite, moi je rêvais d'être connue. Franchement, c'était vraiment mon rêve ultime quand j'étais petite. Je voulais être connue pour quelque chose de bien, pour une bonne cause. Je savais pas encore pourquoi, mais dès que j'avais 7, 8, 9 ans, c'était vraiment mon objectif numéro 1. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à me lancer sur les réseaux à 10 ans. C'est que c'était vraiment un objectif pour moi. C'était quelque chose qui semblait logique. Tu avais des icônes, des références, des gens qui te faisaient rêver ? Pas tant que ça en fait. Après, je regardais quelques youtubeurs quand j'avais 9 ans, 8-9 ans, qui m'inspiraient, on va dire. Il y a eu du Squeezie. J'étais un peu à cette époque-là, moi, que j'ai regardé YouTube, Squeezie, Natou, toute cette clique un peu de youtubeurs que je regardais à l'époque et qui m'ont assez inspirée à me lancer, on va dire, aussi sur YouTube. Et puis, il y avait aussi beaucoup d'Américains, de youtubeurs américains, vu que je vivais là-bas, qui m'ont inspirée aussi. Américain, justement. Où est-ce que tu es née ? Moi, je suis née près de Paris, en banlieue parisienne, à Quincy-sous-Sénart. Raconte-nous un peu ta structure familiale. Tu es née donc près de Paris. Maman, papa, tu as des frères et sœurs ? Ouais, quand je suis née, du coup, j'ai 2 grands frères, Aaron et Arthur, qui ont 2 ans et 4 ans de plus que moi. Et quand j'ai eu 6 ans, du coup, nous, on vivait encore en banlieue, dans une maison là-bas. Quand j'ai eu 6 ans, on a déménagé aux États-Unis, à San Diego, en Californie. Pourquoi ? Pour le travail de mon père, essentiellement. Ok. Pour qu'il développe, lui, son entreprise là-bas, parce qu'il était chef d'entreprise. Ok, donc ton papa entrepreneur. C'est ça. Dans la tech. Exactement, ouais. Et maman ? Et maman, elle s'occupait surtout de nous, mais elle avait aussi un cabinet de sophrologie. Ok, donc bien-être. Ouais, aussi bien-être. Et, mais après, elle a arrêté pour vraiment s'occuper de moi et mes frères. Parce que quand on est allé aux États-Unis, du coup, à ce moment-là, j'avais 6 ans. Et après quelques années... mon petit frère est arrivé quand j'avais 9 ans. Donc on vivait toujours là-bas. Là, on était une fille, 3 frères, c'est pas mal. Et après, à mes 11 ans, on est retourné en France, à Paris, du coup. Et c'est là où tu te lances sur YouTube ? Moi, c'était avant que je me suis lancée. Du coup, c'était quand j'étais aux États-Unis, quand j'avais 10 ans. Je faisais des vidéos, des tutos cuisine, des tutos slime, je faisais de la gymnastique, je faisais plein de choses comme ça sur YouTube avant. Et comment ça s'est passé ? T'as dit maman, papa, donnez-moi une tablette, je voudrais m'inscrire, je voudrais lancer. T'en as parlé à tes parents ? Comment ça s'est passé ? Je sais plus trop si j'en avais parlé à mes parents, mais en tout cas, ouais, ma mère, elle m'aidait à faire des fonds un peu, des décors. Aujourd'hui, je regarde mes vidéos, j'avais des décors, mais bancals, un truc de ouf, qui tombaient pendant ma vidéo. Et moi, j'étais en mode, regardez les backstage, les gars. Incroyable. Alors que j'avais 10
10 ans. Et donc là, t'as compris le système, comment monter des vidéos, comment faire du montage et tout à 10 ans? Bah franchement oui, hein, j'avais 10 ans et je commençais déjà à faire... Bon, c'était pas des trucs exceptionnels, hein, mais franchement, je faisais des montages avec la musique, avec des mises en scène et tout. Je me donnais déjà. Hein. Tu as vécu entre les États-Unis et la France. Tu parles couramment anglais. Of course. Qu'est-ce que t'as apporté? Comment t'as vécu cette double culture? Alors pour moi, c'est une chance, hein, évidemment, d'avoir appris l'anglais du coup là-bas. Je suis devenue complètement bilingue quand j'ai emménagé là-bas. Puis j'ai fait mon collège 6e et mi-5e là-bas aussi, dans un collège vraiment américain, parce que ma primaire c'était dans une école franco-américaine. Et c'est vrai que c'est assez ouf. Hein. Moi, mon collège, c'était comme dans les films. Ah ouais? C'était vraiment American Dream, quoi. J'adore, raconte. Au collège, on avait 1 heure de sport tous les jours, parce que là-bas, 1 heure obligatoire tous les jours, parce que là-bas, c'est vraiment le sport qui est vraiment mis en avant, mis en valeur. On avait les casiers. J'adore, comme dans les campus. C'est ça, mais ça non, sonne un peu mais le casier où comme ça. t'ouvres et il y a des trucs collés. Oui, et tout. et t'as ton petit miroir, J'adore. tes petits vêtements J'aime au cas trop. où et tout. Il y avait tout comme ça. Et puis ouais, c'était vraiment ambiance à l'américaine. On faisait tous les sports un peu dans le même délire. Et moi, je faisais beaucoup de gymnastique aussi. Du coup, là-bas aussi, j'ai vraiment commencé à mettre beaucoup dans la gym. Donc j'ai arrêté il y a pas très longtemps, mais là-bas, j'en ai vraiment fait beaucoup. Ça, c'était top. C'est quoi l'ADN aux États-Unis? On a vraiment l'impression que c'est la gagne, l'ouverture d'esprit. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Là-bas, c'est assez ouvert d'esprit, c'est sûr. Les gens, ils sont gentils. Ils sont sympas. Ambitieux. Après, ouais, ils sont... Bah, ça dépend. Après, moi, j'étais là-bas primaire petite. début collège, donc Ouais. j'étais petite, je m'en souviens pas énormément. Mais c'est sûr que les gens là-bas, ils sont assez motivés. Hein. C'est très sport. Il y a beaucoup de sport. Ça, c'est vraiment un des trucs clés. En tout cas, où j'étais en Californie, c'était le sport. Quand on sait que le sport est un des outils indispensables au bien-être mental, Ouais, justement c'est ça. pour préserver la santé mentale. Et puis, là-bas aussi, quand on avait cours, on commençait tôt. Les rythmes étaient vraiment décalés comparé à la France. On commençait vers 7h, mais 7h30 et on finissait vers 14h. Ce qui est pas du tout comme en France où on va commencer genre à 8h, finir à 17, 18h, un truc comme ça. Épuisé. C'est ça. Ton arrivée en France n'a pas été simple, notamment à l'école. Bah, quand je suis rentrée en France, du coup, j'étais arrivée en milieu d'année de 5e. C'était début 2019. En plus, la 5e, c'est quand même une année super compliquée. Ah, le collège, c'est pas évident. Hein. Tous les ans, c'est pas évident. En plus, toi, tu viens avec l'ADN américain en mode... Bah, après, je suis allée dans des écoles américaines. Ok. J'ai été dans une école américaine à Paris. Mais ça veut dire qu'il y avait des Américains? Non, des Français qui voulaient Si. apprendre... Non, c'était international. Ok. C'était assez international, il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de toutes les nationalités. Il y avait des Français, des Américains, des Portugais, des Mexicains, des Asiatiques. Il y avait un peu de partout du monde. Donc, c'était un peu ouvert d'esprit, mais pas trop non plus quand même, parce que c'était un peu une école de fils à papa. Pourquoi vous êtes revenu en France? C'est ton papa qui a eu une idée de business? Non, on est rentré en France. C'est une très bonne question. Je crois que c'est parce que ma grand-mère, elle est décédée, du coup... Fallait revenir. Du coup, mon grand-père, il était tout seul, donc on est rentré. Toujours cet esprit de solidarité familiale qui est bien... Tu viens d'y répondre, c'est l'ADN de la famille. Et donc, quand j'étais au collège, j'ai eu des complications niveau harcèlement et tout. Parce que moi, j'ai toujours été une fille assez seule. J'ai pas eu beaucoup d'amis, quand même, quand j'étais petite. Hein. J'ai jamais eu beaucoup d'amis. Surtout avec les déménagements, c'est pas évident parce qu'on se fait des amis. Puis, bam, on déménage, on part, j'ai plus d'amis. Donc là, je me recrée, ça me prend un peu 1 an, 3 ans pour me faire des amis. Puis là, bam, on rentre, on part, plus heureux d'amis. Donc, j'étais assez seule et... c'est vrai que c'était pas évident parce que moi j'avais toujours rêvé du coup d'être cette fille un peu connue, un peu populaire. C'était un peu mon objectif de vie, comme je l'ai dit. Et donc j'ai essayé de m'adapter, mais c'était un peu compliqué parce que je me suis fait harceler du coup au collège en 4e, 5e, parce qu'il y a un garçon qui m'avait demandé des photos intimes que j'ai envoyées à 12 ans et qu'il a ensuite partagé dans tout le collège. En fait, tu étais amoureuse de ce garçon, c'est ça? Vous étiez en love, un truc dans le genre ou pas? Ouais, un peu, mais pas... Moi oui, mais lui non. Et après, c'est parti en harcèlement et tout à l'école. Du coup, c'était assez dur et j'en ai pas trop parlé à mes parents. J'ai tout gardé pour moi. Et Tu sais, ici, sur Casting Call, on reçoit énormément d'artistes chaque semaine. Que ce soit Christophe Beaugrand, que ce soit Gwendal Marimotou,
tant d'artistes nous racontent combien leur singularité, leur différence leur ont valu l'harcèlement. L'harcèlement scolaire. L'harcèlement scolaire, il semblerait que ça puisse arriver à n'importe qui, t'es d'accord ? Je pense que, je sais pas si ça arrive à n'importe qui, parce que en soi, si ça peut arriver à n'importe qui, mais il y a toujours un peu ce côté, on se met soit du bon côté, soit du mauvais côté. Soit on est en position de force, soit on est en position de faiblesse à l'école, en tout cas, je parle. Hein. Après, dans le monde du travail, sur les réseaux et tout, c'est pas pareil. Mais oui, c'est soit on est dans le camp des forts, soit dans le camp des faibles. Et bah, souvent, il y en a qui vont se mettre plus dans le camp des forts, donc suivre un peu l'effet de groupe pour pas se faire harceler. Donc ils vont devenir eux-mêmes harceleurs, alors que c'est même pas, ils s'en rendent même pas nécessairement compte. Mais eux, ils vont commencer à se mettre à harceler les autres pour justement pas eux-mêmes se faire harceler, quoi. Cette notion fort et faible, elle est intéressante. Qu'est-ce que tu appelles fort ? Parce que il semblerait que les forts, c'est cette bande, cette uniformité de groupe, appartenir à un tel style, mais quand tu es différent, singulier, ça dérange et on t'attaque. Bah, c'est sûr, même, c'est Guy qui l'avait dit, c'était Emmanuel Pellerin, un ancien député, du coup, vu qu'il y a eu la dissolution, il n'est plus député. Mais il l'avait dit pendant un colloque à l'Assemblée nationale, où j'ai aussi fait une intervention, il l'avait dit que lui, plus jeune, il avait été harceleur. Non pas parce que c'était inné en soi qu'il voulait être harceleur et faire du mal aux gens, mais parce qu'en fait, c'était soit il était dans le camp des forts, où il suit le mouvement de groupe, il suit l'effet de groupe, il va faire du mal aux autres, soit il était dans le camp des faibles, qui se laisse faire, qui se laisse victimiser, et lui, il a décidé de ne pas être de ce côté-là, quoi. La notion de faiblesse quand on est harcelé, t'es sûr que c'est de la faiblesse ? Non, c'est pas de la faiblesse. Après, là, je mets des mots... Après, si, parce que c'est pas péjoratif, c'est pas négatif de dire que qu'on est en position de faiblesse quand on est harcelé, c'est la réalité en soi. Quand on est harcelé par quelqu'un, on est une victime. Automatiquement, on est en position de faiblesse par rapport à cette personne parce qu'on sait que cette personne-là, elle a un impact plus important sur nous que nous, on a sur elle. C'est plus dans ce sens-là que moi je le dis. C'était pas en mode on est plus faible ou les autres ils sont plus forts que nous. C'est vraiment genre cette notion de qui a le plus d'impact sur l'autre, surtout positif ou négatif. Et non, c'est vraiment dans ce sens-là que je le dis. À l'adolescence, quand on est si fragile, qu'on change, qu'on se transforme, tu viens de l'évoquer, que tu as été victime amoureusement, tu as accepté d'envoyer une image. C'est tellement commun. Combien de jeunes filles se sont vues screenshotter, voler leurs images qu'elles envoient amoureusement et d'une façon extrêmement naïve et ensuite être la victime de mauvaises intentions. Comment tu l'as vécu ça a été vraiment extrêmement violent. Ça t'a amené, raconte-nous en détail. Et après, les gens se sont acharnés et toi, ça t'a amené justement à te fragiliser niveau santé mentale, c'est ça ? Bah, c'est ça. Bah, quand pour moi ou pour n'importe qui, en fait, hein, quand y a quelque chose comme ça qui se passe, souvent celles qui envoient, c'est des personnes, en fait, ceux qui demandent plutôt, ils choisissent leur cible. Ils vont prendre quelqu'un qui est un peu, on va dire, seul, qui est un peu naïf, qui est un peu isolé, parce qu'ils savent que cette proie-là, elle va être plus simple. Et la personne qui va être du coup la victime de ce revenge porn, elle est forcément... forcément, elle est dans une position où elle se retrouve avec ses photos qui fuitent, elle a peur parce qu'il y a beaucoup de honte dans ces moments-là. On a énormément de honte. On se dit, waouh, mais pourquoi j'ai fait ça ? C'est ma faute, j'aurais pas dû et tout. Et c'est hyper compliqué. Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un à ce moment-là ? Moi, j'en parlais à mon amie à l'époque. Enfin, après tout le collège, j'étais au courant du coup. Mais moi, j'en parlais à mon amie. Elle essayait de me conseiller, de me dire d'en parler et tout. Mais moi, j'avais extrêmement peur, en fait. Vraiment très, très peur. Peur de qui, de quoi ? Peur de ne pas être comprise et d'être jugée. C'est surtout ça. Et surtout, quand ça vous arrive, vous qui nous écoutez, on a cette sensation que ça nous arrive qu'à nous, que c'est un cas isolé. Et ce qu'il faut comprendre, il me semble, c'est que c'est quelque chose de si fréquent. Aujourd'hui, l'éducation nationale est alertée, mais ce que je voudrais comprendre, c'est, quand je te dis chaque étape, ce que je voudrais comprendre, c'est comment cette détresse peut amener au pire. Et à quel moment tes parents ont pris conscience ? Tu t'isoles, c'est-à-dire que il se passe quelque chose comme ça, tu deviens vite
isolé. C'est un peu le but des harceleurs, c'est d'isoler leurs victimes. Tu t'isoles, tu prends tout sur toi parce que t'as honte du coup d'en parler, parce que c'est des photos de toi nues quand même qui ont été sorties. T'as honte d'en parler à tes parents ou quoi. Donc tu prends sur toi, tu gardes sur toi, sauf que à 12 ans, à 13 ans, et même plus vieille ou plus vieux, on n'a pas du tout des épaules pour porter ce poids-là. Si Du petite, coup, ouais. on s'enferme. Puis un jour, il y a une embrouille avec quelqu'un d'autre qui a peut-être aucun rapport, mais qui va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et là, c'est explosion directe. Alors justement, pour les gens qui nous entendent, cette sensation t'a amené à... Enfin, la honte, qu'est-ce que c'est l'harcèlement scolaire? À quel moment il va falloir déterminer qu'un enfant, un jeune, est en péril? Dès le moment où il demande de l'aide pour la première fois. En fait, le problème, c'est que quand on se fait fermer, quand on va demander de l'aide une fois et qu'on va se prendre un peu une porte fermée dans la gueule, on va plus oser redemander de l'aide. À qui tu avais demandé de l'aide? Moi, j'avais fait des petits appels à l'aide en À qui? J'avais fait à l'école, au proviseur et tout. Et c'est vrai que des fois, ils sont pas très réceptifs, ils veulent pas trop entendre, ils veulent un peu mettre l'histoire sur le tapis. Du coup, on se dit, on garde pour soi. Sauf que le plus longtemps le jeune va garder pour soi, le plus dur la remontée va être. Beaucoup de jeunes souffrent en silence, comme toi. Tu as été hospitalisée pendant 1 an. Et je pense que c'est là où tes parents ont découvert ta souffrance, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là, c'est le choc. Un peu, ouais. Ta mère et ton père étaient loin, 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 loin d'imaginer que tu vivais une telle souffrance. Comment tu expliques que parfois les parents, qui ne sont en aucun cas responsables, parce qu'on connaît bien le monde de l'adolescence, qui parfois demande, vous vous isolez, les jeunes s'isolent beaucoup, on s'isole. Quel conseil tu pourrais dire aux parents pour essayer de détecter, de pouvoir comprendre, identifier à quel moment leur enfant est en souffrance? Il faut toujours maintenir un lien de confiance. Nous, c'est ce qu'on a mis vraiment en valeur via Link, c'est vraiment cette relation de confiance dans l'application, parce que je sais moi-même, et je sais pour d'autres amis en tout cas, qu'ils n'arrivaient pas à parler de leurs problèmes, mais en fait à force de tout garder pour soi et de ne pas en parler à nos parents, alors que nos parents sont censés être nos premiers remparts au mal-être, quoi. On veut que les parents soient présents, soient là, que le jeune puisse parler de ses problèmes ouvertement, sans tabou, sans peur à ses parents, parce qu'en fait il devrait nous fixer des limites, il devrait nous dire ok, là fais attention parce qu'il y a ça, mais on ne devrait pas avoir peur d'aller leur dire écoute papa, maman, j'ai un problème, ok, je vous ai pas écouté, j'ai fait un peu de la merde, j'ai fait ça, maintenant je vous le dis parce que j'ai besoin d'aide. C'est sûr que si le parent il va lui dire t'avais qu'à pas faire ça, maintenant débrouille-toi tout seul et tout, c'est ta faute, c'est ton problème, le jeune il va se renfermer sur lui-même et il va plus oser parler de ses problèmes. Donc, les parents sont ultra ouverts d'esprit. C'est des parents jeunes, des parents travailleurs, et la culpabilité t'empêchait de leur parler. Et ils ont découvert ce que tu vivais, ce drame, entre guillemets trop tard, quand tu étais sur un lit d'hôpital. Ton papa, qui est un homme relativement formidable, a été sous le choc et a pris la décision d'arrêter de travailler. Raconte-moi. Non, il a arrêté de travailler avant. Il avait déjà... mais c'est pour ça qu'on est rentré en France. C'est parce qu'il a vendu son entreprise. J'avais oublié. Mais voilà, donc il avait déjà arrêté de travailler bien avant. Et en rentrant, du coup, en France, il faisait un peu de ses petites occupations et tout. Il voulait acheter un avion. Les hommes d'affaires ne s'arrêtent jamais. Ça, il continuait à bosser. Il voit toujours plus grand. Mais quand il t'a vu dans cet état, il a tout arrêté. Il s'est dédié à toi. Raconte-nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait. Il m'a emmené aux quatre coins du monde pour essayer de me ressourcer, de me reposer. On a pris des billets pour aller au Sri Lanka le matin pour la veille. On est parti comme ça, 10 jours. Toi et lui? Ouais.
Que ce soit même avec les psys, il a beaucoup cherché à comprendre comment j'étais, pourquoi j'étais comme j'étais, comment m'aider à Tu être étais mieux. disposée à lui en parler? Ça allait, à peu près, ouais. Je parlais un peu. Bah, c'était le seul à qui j'arrivais à parler, en vrai. Parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai pas beaucoup d'amis et tout. Donc, en vrai, ça va, il me comprend plutôt bien. On est un peu pareil avec mon père. Donc, on se comprend mutuellement. Donc Mais finalement, il t'avait pas jugé. non, il m'a pas Il jugé. cherchait à te comprendre. Ouais, bah c'est ça. Bah, je pense que quand tu vois ta fille entre la vie et la mort pendant 1 an ou 2, tu cherches à comprendre. T'attends pas l'irréparable pour essayer de comprendre et de mieux faire. Beaucoup de jeunes souffrent en silence comme toi à l'époque. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme message à tous ces jeunes harcelés, maltraités, qui se sentent coupables et qui ont honte? Moi, je leur dirais d'en parler. Ça semble bateau comme conseil parce que même moi, quand on me disait ça, je disais ouais, MDR, vas-y, bouge de là, je m'en fous de ton conseil. Mais c'est un vrai conseil, parler, et c'est le premier pas vers la guérison, vraiment. Que ce soit parler si on se fait harceler à l'école, que ce soit parler à son professeur, à un enseignant, à Mais l'infirmière exprimer ses scolaire. émotions, ça semble difficile. Comment est-ce que toi, tu as réussi à mettre des mots? Moi, la première fois que j'ai demandé à mes parents de voir un psy, c'était avant que je fasse mon premier passage à l'hôpital. C'était par un message. Genre envoyé un message, genre a dit bon, genre j'ai juste écrit quoi. C'est plus simple d'écrire. Mais c'est pour ça d'ailleurs que nous l'application, c'est une application, c'est que on sait que c'est plus difficile à faire en face à face que par le téléphone. Aujourd'hui, le téléphone c'est un peu un moyen de facilité. Donc un moyen facile d'exprimer ce qu'on ressent. C'est pour ça que nous on a créé ce lien digital. C'est que dire les choses en face de la personne, c'est difficile. Justement, parlons de link. Parlons de link. Quand on ne sait pas exprimer, quand on n'arrive pas à mettre des mots et qu'on ne sait pas à qui en parler et qu'on a honte, terriblement honte, c'est difficile d'assumer cette honte qui ne devrait pas exister. Toi, un jour, en voiture, tu as dit à ton papa, « Hé papa, j'ai eu une idée. » À 17 ans, entrepreneuse. J'avais 16 ans à ce moment-là. 16 ans, c'est incroyable. Raconte-nous, tu étais en voiture avec ton père. Je lui ai dit, papa, j'ai une idée. Papa, faut qu'on crée une application pour aider les jeunes. Et là, il me regarde, il me dit, ouais, ma fille, c'est une bonne idée, ma fille. Vas-y, réfléchis-y et tu essayes de faire quelques slides, un diaporama avec des petites idées et tu viens me voir. Donc moi, je commence à travailler dessus, mais j'étais vraiment déter, hein. C'était en août 2023, donc c'était genre fin de l'été et tout, on était dans le sud. Je commence à réfléchir et tout, à dire ok, peut-être on pourrait faire ça et ça et ça et ça et ça. Et on s'est posé, on a commencé à mieux réfléchir, j'ai fait mes dessins sur papier et tout. Franchement, j'étais déter de ouf, hein. Et après, on s'est associé avec le docteur Morin, du coup, pour créer Link, le docteur Clermont. C'était ma psychiatre depuis 2021. Ça semblait un peu évident de faire ça avec elle et avec mon père, parce que c'est des personnes déjà de confiance pour moi. Et on couvre un peu les 3 pôles qu'on veut couvrir, donc que ce soit l'aspect parent, l'adulte de confiance et tout, l'aspect jeune, donc c'est un peu moi du coup, et l'aspect médical, santé mentale, psychique, c'est le docteur Claire Morin qui est psychiatre, du coup médecin psychiatre. Alors raconte-nous, qu'est-ce que c'est que l'application Link? À qui elle s'adresse et qu'est-ce qu'on y trouve? Link, c'est une application déjà qui a 2 côtés. Il y a un côté pour les jeunes où ça va être vraiment une safe place qu'ils peuvent utiliser au quotidien. Ils vont avoir plein de fonctionnalités dedans qui sont vraiment très réfléchies et très utiles. Par exemple, un calendrier émotionnel pour garder un suivi de leur humeur, de leur alimentation, de leur fatigue aussi. Vraiment avoir un peu une vue sur son propre état de santé mentale. Une sorte de boussole. C'est ça. Ils ont aussi un compteur de sobriété ou pour les addictions. Donc pour tout et pour rien, c'est eux qui choisissent. Vraiment, l'application, elle est propre à chacun et chacune. Ils peuvent se fixer des objectifs. Ils ont un kit de secours. Ça, c'est quelque chose qui est très, très utilisé dans le milieu psychiatrique et psychologique et tout. C'est quand ça va pas, qu'est-ce que je fais ? Quand ça va pas, il y en a beaucoup qui ont tendance à se faire du mal, à avoir recours à des gestes auto-agressifs, à peut-être Se fumer, scarifier, arrêter de manger, C'est trop ça. manger, fumer. C'est ça exactement. Et en fait, on essaye de leur donner des alternatives. Et ça, c'est quelque chose de vraiment hyper utilisé. Moi, à l'hôpital, j'en ai fait beaucoup, hein, des kits de secours. On m'en a fait faire beaucoup, mais à chaque fois, je les déchirais, je les jetais à la poubelle en sortant de l'hôpital, ça me saoulait. Du coup, je me dis que en digital, c'est beaucoup mieux que justement sur papier. Donc, c'est pour ça qu'on l'a intégré dedans. Ils ont aussi un journal intime
Ils peuvent mettre des textes, des photos, des vidéos, des audios. Ils peuvent vraiment mettre tout ce qu'ils veulent. Ils ont aussi un blog avec des vidéos de sensibilisation pour eux sur divers sujets. Donc, que ce soit par exemple, si je me fais harceler, qu'est-ce que je fais ? J'arrive plus à manger, qu'est-ce que je fais ? Je fais des crises hyperphagiques. Qu'est-ce que je fais ? C'est vraiment un blog qui va essayer de les guider et de les aiguiller sur plein de sujets liés à la santé mentale. Ils ont aussi aujourd'hui un canal. Il y a plein de fonctionnalités. L'appli, elle est vraiment complète. Hein. Ils ont aussi un canal aujourd'hui qu'on a lancé il y a quelques semaines. C'est un endroit où il y a vraiment plein de messages positifs de la part de Link, de la part de créateurs de contenu. Mais eux aussi peuvent envoyer des messages positifs du coup directement du canal. Donc peu importe ce que c'est le message, mais vraiment ils peuvent envoyer des petits conseils, des choses qui les aident eux, qui pourraient aider les autres et tout. C'est vraiment un petit espace safe place positif. Puis après, on a le côté avec l'adulte de confiance. Donc avec l'adulte de confiance, ils peuvent se connecter. Le jeune peut choisir de partager les informations qu'il souhaite à son adulte de confiance. Donc par exemple, s'il veut partager son calendrier émotionnel, il peut, mais c'est lui qui décide. Il est maître de ses informations. Qui est l'adulte de confiance ? L'adulte de confiance, ça va être un adulte proche, qu'on connaît, c'est pas des inconnus. Ça peut être un parent, un oncle, une tante, ça va vraiment être un adulte dans notre cercle proche à qui on veut renouer cette relation de confiance. Parce que souvent, malheureusement, c'est les parents le problème. C'est pour ça qu'on n'a pas mis parents, on a mis adulte de confiance pour qu'ils puissent se tourner vraiment vers un adulte proche qui peut superviser un peu leur propre santé mentale. Donc ils peuvent partager les informations qu'ils souhaitent à leur adulte de confiance, ce qui permet à l'adulte un peu de garder un œil extérieur sur l'état de santé mentale du jeune. Ils peuvent aussi ensemble créer des contrats, par exemple, où chacun va prendre un engagement et ça va vraiment responsabiliser le jeune. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé aussi en psychiatrie. Moi, j'en ai fait beaucoup des contrats aussi avec mes psychiatres, psychologues et tout. Aujourd'hui, ils peuvent aussi faire des quiz entre eux. Bon, la fonctionnalité elle sera sortie quand le podcast sera sorti normalement, j'espère. Ils peuvent aussi faire des quiz où c'est genre je préfère ça ou ça. C'est vraiment un petit jeu ludique pour les rapprocher, lancer des sujets de conversation et tout ça. Voilà, ils ont plein de fonctionnalités. Ils peuvent aussi s'organiser des activités sur l'application. Et les parents, eux, de leur côté, ils ont aussi un forum où ils peuvent poser des questions et ça va être des professionnels de santé qui vont leur répondre. Si on a un doute, si on est parent et qu'on ne sait pas comment répondre aux besoins ou si on détecte quelque chose de bizarre mais on n'est pas certain, on peut aussi s'inscrire et avoir de l'aide et du soutien pour essayer de comprendre et d'identifier si son enfant va mal, c'est ça ? Complètement. Mais ce qui est important de rappeler aussi à quelques points, c'est que déjà l'application elle est 100% gratuite pour les jeunes. Donc le jeune peut utiliser l'application sans être connecté à un adulte de confiance et elle est complètement gratuite pour lui. Et aussi, Link, ce n'est pas une application de soins. Loin de là. Link n'est pas là pour soigner les jeunes qui sont en dépression, les jeunes qui ont des troubles alimentaires. Link, c'est vraiment une application de prévention. Justement, on veut que ça devienne normal de se préoccuper de sa santé mentale. Comme on se préoccupe de notre santé physique, la santé mentale, on a tous une santé mentale, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et on veut vraiment que ça devienne normalisé. Cette approche de prendre soin de soi. C'est pour ça qu'on a créé une application vraiment assez dynamique avec des bons visuels et tout. C'est pas quelque chose qui est là que pour les personnes qui vont mal. On est là pour aider tout le monde. Est-ce que je me trompe ou vraiment ton intention est de recréer du lien entre les jeunes et leurs parents, entre les jeunes et les adultes? Mais qu'est-ce qui se passe entre cette génération ? Est-ce que tu saurais nous le dire ? Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que la communication jeune-adulte est très difficile. Par exemple, l'arrivée des réseaux, des téléphones, etc., ça a compliqué beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, on se renferme des deux côtés dans un monde qui est très digital. Donc, on va vraiment s'enfermer de nos deux propres côtés et dans deux mondes qui sont complètement différents. Nous, les jeunes, on est très réseau, très TikTok, très Insta, très... je parle avec mes potes sur Internet, je joue à la Play avec mes potes en appel et tout. Et ce monde-là, les parents, ils ont parfois du mal à le comprendre. Alors évidemment, pas tous, mais beaucoup si. Ils ont beaucoup de mal à comprendre le fait que tu passes ton temps sur ton téléphone. Moi, à mon époque, je sortais dehors, j'allais faire un foot, quoi. Qu'est-ce que tu fais sur ton tel ? Et c'est souvent source de conflit, ça. Et il y a aussi beaucoup d'autres facteurs. Aujourd'hui, on est une génération qui change beaucoup, qui lève beaucoup de sujets que les anciennes générations n'ont pas pu évoquer, on va dire. Par exemple, les problèmes psy.
c'est pas nouveau, hein. Ça date pas de notre génération, ça date pas de la Gen Z, ça date depuis très longtemps. Mais simplement, avant, les personnes n'en parlaient pas. Quand ils allaient chez le psy, c'était des fous. Et puis, il n'y avait pas toute cette reconnaissance de dépression, de troubles alimentaires, même de TDAH, de tous ces genres de choses. Donc, c'est vraiment deux mondes qui sont très, très compliqués, très différents. Et nous, on essaye de digitaliser le lien dans un premier temps pour les ramener ensemble sur des bases solides pour qu'après, justement, dans la vraie vie, ce soit plus fluide et plus simple. Tu as 2,5 millions d'abonnés, dont 1,8 million sur TikTok. À quel moment ça a décollé pour toi ? Moi, ça a décollé. Alors ça, c'est drôle en vrai. La première vidéo qui a percé, elle est hilarante. C'était en 2019. J'ai fait un prank à mon père. Bon, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on fait, mais c'était drôle, c'était un prank. Je lui ai fait un petit jeu. En fait, je lui ai mis une claque à la fin. Mais c'était drôle, je te jure, c'était drôle. Si tu voyais la vidéo. Comment il a réagi ? Il était vénère. Il était vénère, mais rigolait, ça va. Et j'avais fait genre 800 000 vues. Et c'était incroyable. Genre, moi, 800 000 j'étais vues. choquée. Et après, ça a commencé à prendre un peu pendant le premier confinement parce que je faisais de la cuisine pendant la nuit. Pendant que mes parents ils dormaient, je me faisais engueuler et tout. C'était trop drôle. Et ouais, ça a pris progressivement en fait sur les années. Moi, j'ai pas eu un pic de vues. Est-ce que ton succès sur les réseaux sociaux t'a valu ce qu'on appelle le cyberharcèlement ? Parce qu'on ne cesse de parler d'harcèlement scolaire, mais je crois que le cyberharcèlement est tout aussi violent. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Moi, j'ai vécu le cyberharcèlement pas que en tant que personnalité publique. Je l'ai vécu à l'école. Le harcèlement me suivait à la maison. Quand c'était des trucs de revenge porn et tout, ça me suivait à la maison. Je recevais des messages de comptes fake qui m'envoyaient les photos de gens que je connaissais pas, qui m'envoyaient, qui me disaient... Quelle pollution ! Une rumeur de ouf, mais sur Internet. C'est terrible. Et je l'ai aussi... C'est horrible, c'est une catastrophe. Ça t'amène à des envies de mort, en fait. Ah bah ouais, je suis passée à ça. Hein. Mais... À 3 reprises. Beaucoup plus, mais un peu plus, ouais. On n'imagine pas comment ça peut polluer et mettre en danger les enfants, les jeunes. Combien cette agression peut être terrifiante et amener à la mort. Mais c'est horrible. C'est pour ça que Link vaut la peine d'être téléchargée et qu'elle semble une solution vitale à un mal qui est le mal, j'allais dire du siècle, mais du moment. Quelle place ça prend justement les réseaux sociaux ? Tu cartonnes sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai plaisir à te regarder. Tu as fait dernièrement des choses hilarantes. Je pense que ça va t'amener même à la comédie, qui suit ici sur Casting Call et avec casting.fr. Dans ton quotidien, comment tu le vis ? Est-ce que tu regardes l'audience ? Est-ce que ça prend... on recevait Sarah Schwartz, que tu dois connaître, qui nous racontait que ses vidéos, ça lui prend 5 heures, mais que grâce à ça, elle a été découverte par Patrick Sébastien, qui l'a produit, et elle fait son spectacle sur scène. Quelle place ça prend dans ta vie ? Moi, les réseaux, comme je l'ai dit, en fait, vu que moi, je suis dessus depuis que j'ai 10 ans, c'est hyper naturel chez moi. C'est un truc, c'est pas du tout forcé. Mes vidéos, mais sur Insta, sur TikTok, sur Snap, il n'y a rien de forcé. C'est que du kiff. Et en fait, honnêtement, je pourrais même pas te dire que ça me prend du temps dans ma journée parce que pour moi, ça me prend pas de temps. Pour moi, c'est comme quelqu'un qui va faire son activité sportive, qui va faire un truc qu'il aime, sa passion, un truc comme ça. Moi, c'est du kiff, les réseaux. Je gagne même pas d'argent avec, c'est pas je fais pas ça pour l'argent. Du coup, c'est vraiment juste que j'aime ça. J'adore faire ça. Du coup, moi je compte pas les heures par rapport à ça. Des fois, je fais des vidéos qui me prennent un peu plus de temps à monter que d'autres, hein. Des fois, je me la donne un peu sur les montages, mais ça me prend jamais énormément de temps. Je fais plein de choses à côté, je travaille chez Link, moi. Est-ce qu'on a bien compris que tu es une femme d'affaires, une entrepreneuse ? Je pense que tu as pris ça de l'ADN de ton papa. D'ailleurs, à quel moment et comment l'idée, comment tu es passée de l'idée à la production et la réalisation ? C'est toi toute seule, Link, ou c'est définitivement avec et grâce à ton père ? Non, c'est mon père. Hein. Il a beaucoup aidé. Aussi, il travaillait plus. Mon père, c'est un hyperactif de nature. Donc, il avait besoin de se remettre dans une activité professionnelle. Et Link, c'est un projet qui lui parlait beaucoup parce qu'il a vécu la détresse de sa fille. Et c'est lui qui a pris les choses en main. Il connaît un peu donc, le domaine de l'entrepreneuriat, de la tech et tout. Donc, directement, moi, j'ai fait une petite story Insta. J'ai dit, les gars...
Est-ce qu'il n'y a pas des ingénieurs qui seraient prêts à nous aider? On a un projet d'application. Envoyez-moi un message si vous êtes chaud. Donc on a reçu des messages. On a eu la chance de tomber sur une équipe d'ingénieurs incroyable, vraiment. Ils ont tellement travaillé, tellement bossé pour faire un truc de ouf parce qu'on a commencé à créer l'application en janvier 2024, le développement de l'application, je crois. Et l'application est sortie en septembre 2024. Donc il faut se dire que 9 mois, pour une aussi grosse application, c'est pas beaucoup. Franchement, c'est pas mal. Et là, on est encore en train de la faire évoluer. On a plein de choses qui vont arriver dedans. Mais non, mon père, c'est un travail d'équipe. C'est un gros travail d'équipe. La chance n'existe pas. La chance est un talent. La chance se crée à force de travail. Il semblerait que ton expérience, ton vécu, t'a permis d'imaginer cette application et que l'expérience de ton père, parce que ça doit être difficile aussi quand on est adulte de voir la détresse de sa fille, cette expérience lui a permis de créer, d'imaginer cette application avec toi. Il semblerait aussi que tu es guéri en aidant les autres. Est-ce que je me trompe? Que toi, tu t'es guéri. Je recommence la question. Il semblerait que cette application t'ait permis définitivement de toi sortir de cet harcèlement, sortir ou plutôt d'aller vers la guérison. Je me trompe? Ça m'a donné un sens à ma vie, ça c'est sûr. Moi, j'avais besoin de sens, j'avais besoin de faire un truc qui me passionne, de faire un truc qui a un impact. J'avais besoin de me sentir utile, ça c'est 100% sûr. Après, est-ce que ça m'a permis de guérir? Je pense pas, parce que moi, je suis sortie de beaucoup... quand on a commencé à créer Link, en fait, je suis aussi en ce moment-là sortie de beaucoup de relations toxiques, d'amitiés toxiques et tout, qui a fait que j'ai pu me débarrasser de toute la négativité autour de moi et aller de l'avant. Aujourd'hui, je suis guérie, ça va beaucoup mieux. Après, bon, il y a les hauts, il y a les bas, il y a les problèmes de fond encore à traiter. Mais non... C'est un long travail et ça laisse beaucoup de séquelles. Et puis surtout, ça te met dans une position qui parfois cette situation d'harcèlement, elle se crée à nouveau, incessamment et constamment. C'est ça le travail? Non, en fait, le truc, c'est que, surtout dans le domaine dans lequel je travaille du coup dans la santé mentale. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets liés à la santé mentale qui reviennent beaucoup, qui sont toujours des sujets sensibles pour moi. Parce que bon, je vais bien, hein, je vais beaucoup mieux qu'avant. Je suis plus du tout au stade 0 comme je l'étais en 2021. Mais voilà, on a toujours des séquelles, quoi. Et le truc juste, c'est que du coup, des fois, il y a des sujets pas hyper... guéri pour moi qu'on évoque, et du coup c'est vrai que ça c'est pas évident, mais en vrai à part ça tout va bien. Tes messages sont donc la sensibilisation de la santé mentale. Quel message tu aimerais faire passer aux parents et aux adultes pour mieux comprendre les jeunes aujourd'hui? Moi je leur dirais que les jeunes c'est pas des feignants, c'est pas tous des feignants, des bons à rien, qui veulent rien faire de leur vie et qui passent leur temps à scroller sur TikTok sur leur canapé. C'était pas vrai. Aujourd'hui, les jeunes, on vit dans un monde complètement différent. C'est le monde qu'on nous a offert. On nous a offert ce monde digital. On nous a offert ce monde avec tant de problèmes qui sont en fait révélés grâce aux réseaux sociaux. Donc, honnêtement, c'est pas évident, je pense, autant pour les parents que pour les jeunes, mais il faut s'adapter. Faut s'adapter à la nouvelle génération parce que nous, on est le futur de demain dans tous les cas. C'est nous demain, c'est nous l'avenir. Pour être franche, c'est vrai. C'est nous demain, on va diriger le monde. C'est nous demain qui allons prendre les grosses décisions. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'aller en contresens avec nous. Il faut arrêter d'être contre nous tout le temps en mode non, c'est pas bien, fais pas ça, interdiction, interdiction. À un moment, il faut peut-être essayer de s'intéresser à ce qu'on fait, à notre mode de fonctionnement, à notre vie, à ce qu'on veut faire plus tard, parce que nous, on ne veut pas grandir comme nos parents, ils ont grandi, ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, le problème, c'est que les adultes, ils font leur crise de la cinquantaine, une crise existentielle où ils remettent tout en question, tout saute et tout. Nous, on l'a fait à 13, 14, 15 ans, parce que du coup, on a accès à tout sur les réseaux, sur Internet et tout. Mais à 13-14 ans, on n'a pas la maturité pour. Donc en fait, on ne veut pas grandir comme ça. Nous, on veut trouver un sens à notre vie. On veut faire un métier qui nous plaît. On veut avoir une activité qui nous plaît. On veut être entouré de gens qui nous plaisent. On veut être heureux, en fait. On ne peut pas suivre un schéma cadré, carré, comme nos parents ou les adultes, ils ont pu faire. Pas tous, hein, évidemment, mais certains, la plupart, en fait, le schéma normal, on va dire. On ne veut pas suivre ça. Avec l'application Link, tu veux aider, soutenir, apporter des solutions aux jeunes et aux parents. Je crois que tu veux même aller plus loin. Tu veux même peut-être proposer
un changement. D'après toi, l'école n'est plus adaptée aux jeunes, c'est ça? Ah non, l'école, oh là là, elle est si peu moderne. Non, mais aujourd'hui, l'école, on apprend des trucs. Enfin, moi, j'ai eu la chance, hein. Franchement, c'est une chance, mais incroyable de ne jamais avoir été dans le système français. Parce que moi, du coup, en rentrant des États-Unis, j'étais dans le système soit américain, soit britannique, qui est pas du tout pareil que le système français. Mais moi, j'avais toutes mes copines qui y étaient. Franchement, c'est dur, hein. C'est horrible. Enfin, je voyais leur rythme juste de cours, ce qu'ils apprenaient, ce qu'ils étaient enseignés et tout. C'est plus à la mode. Faut remettre l'école à la mode. Enfin, c'est un peu dit brut comme ça, mais, mais c'est vrai. Aujourd'hui, ils diabolisent la technologie, ils diabolisent les réseaux, ils diabolisent l'intelligence artificielle, alors que le monde de demain va être fait de ça. Le monde du travail est comme ça. Aujourd'hui, moi, chez Link, j'utilise ChatGPT pour me rédiger des trucs, évidemment. Pourtant, à l'école, on va te dire non, c'est interdit, c'est de la triche. Bah non, c'est juste que t'es un peu plus malin et que tu t'aides les nouvelles technologies. Tu utilises les nouvelles technologies pour t'aider sur tes devoirs, c'est tout. Tu t'en appropries. C'est ça. Après, le problème, c'est évidemment qu'il faut leur apprendre à bien gérer ça. C'est évidemment, s'ils demandent juste à ChatGPT de leur rédiger leurs devoirs et sans rien faire, sans même regarder, corriger, évidemment, là, c'est pas bon. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment aller, je pense, dans une démarche d'accompagnement. Il faut arrêter d'être dans l'autorité, l'interdiction, bannissement, stop. On veut pas ça. Ça va finir par faire une révolution en France, hein. Miel, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu travailles beaucoup? Ouais, ça va, ouais. Je travaille un peu quand même, hein. Je crois que tu travailles beaucoup. Ouais, un peu. En vrai, si, ça va. Je travaille un peu beaucoup. Ça dépend des jours. Des jours, j'ai plus de choses à faire que d'autres. Des jours, j'ai moins de choses à faire, donc je vais me faire une décoloration chez le coiffeur. Ça te va très bien. Quel conseil tu donnerais à un parent dont la fille ou le fils à 10 ans veut avoir une tablette et lancer une chaîne YouTube? On le laisse ou on le laisse pas? Je pense qu'on peut le laisser explorer le domaine mais en l'accompagnant, en fait. Peut-être En pas, s'asseyant à côté et en peut-être observant, pas c'est ça? sans peut-être poster les vidéos publiquement. Mais moi, par exemple, j'ai mon petit frère qui a 8 ans qui veut se mettre sur YouTube. Monsieur a 8 ans, hein, quand même, donc il est plus petit même. Et je lui ai dit, bah franchement, fais des vidéos, entraîne-toi à faire des trucs, des vidéos où tu parles, ou machin, des intros, des machins, mais tu les postes en privé. Et comme ça, quand tu auras 13 ans, tu vas arriver sur YouTube et tu vas être un pro. Tu vas être un pro, tu vas commencer à poster des trucs, ça va exploser et moi je t'enverrai toute ma force. Je dirai à toute ma communauté d'aller te suivre et tout. Mais en fait, il faut vraiment juste, je pense, aller dans une démarche de ok, je suis pas contre toi, je suis avec toi, mais juste faut faire attention à tous ces dangers-là. Sans pour autant lui faire le traumatiser des réseaux sociaux ou quoi. Mais faut accompagner, vraiment dans une démarche d'accompagnement. Comment envisages-tu ton avenir? Tout faire. Moi, j'ai pas de limite. Je sais pas, moi j'aimerais bien peut-être faire un peu de cinéma un moment. J'aimerais bien créer encore autre chose que Link ou faire que Link soit encore plus grand, avoir un impact sur le système scolaire français, peut-être créer des nouvelles choses, instaurer vraiment le bien-être dans l'école, créer de nouveaux projets, créer de nouvelles choses, peut-être aller développer ce qu'on fait aux États-Unis. Tu sais ce qui est bon Il n'y a quand pas on de limite. t'entend? Il n'y a pas de limite. Tu sais ce qui est bon quand on t'entend, c'est qu'on entend de l'ambition. Il semblerait qu'en France, on ait peur de la gagne. Et quand on t'entend, ça me donne sacrément espoir en la jeunesse de demain. Et ça prouve que parfois, quand on sait bien utiliser Internet, et moi avec casting.fr, tu imagines que c'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est un outil formidable justement pour lancer des carrières. Mais complètement. Aujourd'hui, les réseaux, moi, je vais faire une vidéo, je vais faire plus de vues que les plateaux télé y font. Bon, peut-être pas avec la même rétention et tout, mais les réseaux, c'est tellement puissant aujourd'hui. On a tellement de pouvoir et de poids avec ces réseaux sociaux, on peut faire changer tellement de choses. Et faut utiliser ça de la bonne façon, c'est sûr, parce que le problème, c'est que tu sais qu'il y a 67% des 8-10 ans qui sont déjà sur les réseaux, mais la plupart de leurs parents, ils ne le savent pas, tu vois. Donc le problème, c'est qu'ils arrivent dans une jungle immense où il y a de tout et de rien, du bon comme du négatif. Et en fait, ils sont pas assez matures pour naviguer dans ce nouvel univers. Et le but, c'est vraiment que ces jeunes-là, dans tous les cas, ils sont sur les réseaux. Dans tous les cas, on ne pourra pas les empêcher parce qu'ils utilisent le compte de leurs copains, de leurs grands frères, de leurs copines, de machin à l'école ou je sais pas quoi. Et finalement, en fait, interdire,
ça va pas résoudre le problème parce qu'ils y sont dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est interdit au moins de 13 ans. C'est comme les sites porno, hein, c'est interdit au moins de 18 ans. Pourtant, combien ils sont alors qu'ils n'ont pas 18 ans. Enfin, il faut juste cliquer sur un bouton, on n'est pas teubé non plus. Donc, je pense vraiment, moi, c'est ce que je répète à chaque fois, c'est que faut arrêter d'interdire. Évidemment, il faut mettre des limites, il faut mettre un cadre. Je suis complètement d'accord. Mais faut pas aller contre les jeunes, il faut aller avec les jeunes. Tu disais que tu ne gagnes pas ta vie avec les réseaux sociaux. Tu le monétises pas ? Je peux pas, je suis mineure. Je gagne 0 et je fais pas de collaboration et tout, ça me saoule un peu, c'est un peu chiant je trouve. Du coup, j'en fais quasiment jamais. Enfin, ça fait des mois et des mois que j'en ai pas fait. Cette audience, tu la mets au service d'un sujet, la santé mentale et ton application Link, c'est ça ? Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille de 12 ans qui reçoit des affreux messages, des affreux images, qui est chez elle avec ses idées noires isolées ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Je dirais, putain Miel, t'es même pas prête. T'es même pas prête, tu vas passer par tout, par rien, par tout, par rien. Mais ça va aller. Je dirais que ça va aller. Tout va bien se passer. T'inquiète, garde la tête haute et avance avec le sourire, avance dans les flammes avec le sourire. Je te célèbre Miel, je te célèbre et je célèbre cette première application dédiée aux enfants, aux parents qui subissent de l'harcèlement scolaire, du cyberharcèlement, Link. Merci Miel, Merci. À très bientôt. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves.